où est-ce que j'étais? Et effectivement, il a fallu que je réfléchisse, et j'étais dans un coin perdu des Cévennes, qui est à la maison des arrière-grands-parents de ma femme, dans laquelle il n'y a pas Internet, on n'a pas la télé, on n'a rien. Et donc, pendant plusieurs jours, j'ai pas su ce qui s'était passé. Je l'ai découvert ensuite en lisant les journaux, en disant qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de poisson d'avril, mais mal placé. J'étais au travail et pendant une pause, j'étais sur Facebook et je voyais plein de gens qui le mentionnaient dans différents posts. Mais j'y croyais pas toujours. Dans ma tête, ça se pouvait pas. Sur le coup, j'étais un petit peu énervé, frustré, on va dire. On était à Brooklyn, dans un comic shop. Et on était en train de flâner dans les rayons quand on a entendu le patron du comic shop parler avec un autre client et dire « There's new movie, Star Wars movie !» Je m'attendais à un rachat dans le futur, pas aussi rapidement, mais ce qui m'a surtout étonné, c'est que dans l'annonce, ils ont tout de suite annoncé surtout qu'il y aurait des nouveaux Star Wars. Alors ça, effectivement, je ne m'attendais pas. J'ai récupéré une vidéo sur YouTube avec Dark Vador qui apprend à Luke qu'il est son père, mais en ukrainien. Et j'ai fait des sous-titres. Nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Après, j'ai eu un effet un peu cliché Disney où je me suis dit ça y est, ils vont faire tout en rose et tout va être beau et mignon. Et... Que Donald, que Mickey s'insinue dans l'univers de Han Solo, de Luke, de Leia et de Dark Vador, ça me paraissait impossible. Maintenant, je sais que c'est possible, mais j'ai toujours du mal à m'y faire. Je me suis tout de suite dit, Disney va faire comme avec Marvel, et contrairement à tout ce qu'on peut entendre dire, etc., moi j'ai jamais vu Mickey se balader au milieu d'Iron Man. Et ça va être exactement la même chose en fait, c'est juste pour faire revivre la saga Star Wars, c'est ce qu'il fallait. Ça a revigoré la passion que j'avais un peu pour la saga, qui s'était atténuée un petit peu après l'épisode 3. Finalement, Disney aujourd'hui, c'est le meilleur endroit parce que quelque part, George essayait de devenir une sorte de petit Disney, quoi, à son échelle. Et quelque part, en le vendant Disney, c'est Lucasfilm, mais dans 30 ou 40 ans avec un pouvoir incroyable. Donc effectivement, ils sont organisés pour les licences, ils sont organisés pour les jeux vidéo, ils sont organisés pour les parcs d'attractions. Oui, il y a certaines autres compagnies qui auraient pu simplement acheter Lucasfilm, mais est-ce qu'il y aurait eu la structure derrière, les compagnies de production, etc., pour faire avancer la franchise? Peut-être pas. Disney, j'ai l'impression que son but, c'est pas comme George Lucas qui voulait créer un univers, son but, c'est de remplir le tiroir-caisse. Le fait que ça devienne une franchise et que ça perde son indépendance, là, ça fait quand même un petit peu mal. Je suis pas sûr qu'on ait tous à y gagner. Pour moi, ils pouvaient pas toucher à Star Wars, quoi. S'il y avait bien un truc auquel on pouvait pas toucher, c'était Star Wars de base. Parce que c'est aussi les films de mon enfance, etc. Donc on est un petit peu plus dur envers les personnes qui veulent y toucher, et surtout Disney, en fait. Je me rappelle que Kathleen Kennedy a dit ça à un moment. Elle a dit je vais rassurer les fans directement, Star Wars, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Elle a senti qu'on pouvait pas accepter une nouvelle prélogie, quoi. Ils sont pas cracher Pixar, ils vont pas cracher Marvel, je pense qu'ils cracheront pas Star Wars non plus, c'est une saga qui a de l'avenir, et ils vont lui donner une autre dimension, le populariser auprès des gens, et c'est ce qui est important aujourd'hui. Ils achètent quelque chose qui fonctionne, et ils laissent les gens qui sont en train de le faire fonctionner aux commandes. Parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent de l'argent à un système qui fonctionne déjà et auquel ils n'ont pas spécialement envie de toucher. Ou alors si un petit peu au bord sur certains trucs, mais globalement, ils laissent le truc fonctionner. Marvel, ils ont plus d'argent, mais comparé à ce qu'ils étaient avant, c'est globalement la même entreprise. Pixar, c'est bon, pas exactement le même cas, mais c'est presque pareil. Sur Lucasfilm, qui est-ce qui est à la tête de Lucasfilm? C'est Kathleen Kennedy. Les choix qui sont faits, en fait, c'est des choix de se dire ok, on achète ça parce que ça marche, donc notre but, c'est que ça continue de marcher. Donc, touchons-y le moins possible.
Et alors quand j'ai appris que c'était Jar Jar Abrams qui allait être le réalisateur de l'épisode 7, alors non, j'étais vraiment pas du tout content. J'ai vu ces Star Trek, je suis pas complètement convaincu, même si je trouve qu'il a il a un style. C'est un vrai cinéaste, et ça c'est fort. Donc j'ai un peu peur, je l'avoue, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut donner une nouvelle dynamique. Moi qui n'ai jamais été une grande fan de l'univers Star Trek, franchement ce qu'il a fait de Star Trek, j'ai trouvé ça hyper bien. Et il m'a vraiment passionné d'un univers qui m'intéressait pas. J'espère qu'il fera pas de Star Wars un Star Trek 3, mais il a cette fougue en fait pour faire revivre la saga, et je pense que c'était un des meilleurs choix que pouvait faire Disney. C'est le seul qui a réussi à nous faire des films un petit peu comme ça, comme Super 8, comme Star Trek, qui sont une vraie aventure, et en même temps où on arrive à être à fond dedans en fait, ce que n'ont pas réussi d'ailleurs certains réalisateurs sur des Marvel. Les choix des réalisateurs que je trouve plutôt bons dans l'ensemble, c'est aussi ça qui est excitant, je trouve, dans ces projets, c'est le fait de justement avoir un autre regard sur Star Wars. Un regard évidemment respectueux des fans, respectueux de la mythologie, mais un autre regard quand même. Après, Abrams est un bon raconteur d'histoire, est un bon réalisateur, est un bon producteur. Donc effectivement, à Hollywood, il y a plein de gens talentueux, mais c'est vrai que lui, sa force, c'est effectivement c'est une sorte de petit George Lucas à son niveau aussi, hein. C'est qu'il a sa propre société indépendante qui est Bad Robot. Il était un peu sur le même schéma de fabrication que Lucasfilm. Le fait que c'est un fan de Star Wars est une bonne idée parce qu'il sait un petit peu ce que les fans veulent voir. Il faut surtout pas par contre que ça devienne du fan service. Donc reprendre des scènes et puis juste faire un nouveau mash-up des mêmes idées. J'ai l'impression qu'il a compris que s'il voulait faire un bon film et un film qui plaît aux fans, il fallait pas forcément donner aux fans ce qu'ils attendaient. Et j'ai l'impression de ce que je vois qu'il a compris ça et qu'il va dans cette direction-là. Donc je pense que c'est un bon équilibre dans le côté fan. Star Wars, c'est un univers complexe. Quand vous aviez le Star Wars à l'époque, en 77, c'était un film, ça allait. Aujourd'hui, c'est 6 films, c'est effectivement des tonnes de romans, de bouquins. Comment aborder cet univers quand on n'y connaît rien? C'est quand même super complexe. Et donc, c'est assez facile de faire des erreurs. Donc, avoir ça déjà dans son ADN, c'est quand même un plus. Il a envie de le faire, il va avoir envie de partager ça, et c'est quand même un élément très très positif. Il y a du bon en lui, je crois. Parmi tous ces enjeux de publicitaires et pour attirer le chaland, les bandes annonces jouent un rôle fondamental. C'est vrai que le problème de la bande annonce, c'est à double tranchant. Et je trouve dans toutes les bandes annonces qui sont sorties, finalement, c'est assez disparate. Elles sont assez différentes, même en termes de musique, les musiques ne te ressemblent pas, visuellement ça change. J'arrive pas à trouver d'homogénéité dans cette campagne publicitaire, donc j'ai beaucoup de problèmes à voir quel est le film. J'avoue avoir été plutôt déçu par la première. Je n'étais pas du tout convaincu. Je fais partie de ceux qui appréciaient pas cette épée laser en forme de crucifix. J'étais très 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 mitigé. Et puis la deuxième, ouf. Oh, c'était ouf, ouais. C'était incroyable. C'était des frissons, et c'était tout d'abord des frissons, de voir ce vaisseau en fait cracher dans le désert, juste au moment où on voit Yann Solo et Chewbacca, et t'as cette phrase de Mussolini maintenant, We're home, avec des cris et des applaudissements partout dans la salle. Enfin, moi je retiens vraiment ça en fait, cette montée d'adrénaline qui se passait en moi et autour de moi, parce que tout le monde était fébrile dans la salle. Je pense qu'on était tous dans les mêmes à attendre la fin, et quand ça a fini, c'était l'explosion de joie, quoi. On avait des idées un peu dans la tête avec les rumeurs et puis les concept art qu'on voyait, ceux qui suivaient les spoilers. Et puis on se faisait un peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, mais une fois qu'on l'a vu
en action avec les effets spéciaux, etc. C'était magnifique. Bon, là j'en ai pris plein la tête et ça m'a fait reprendre espoir. C'est allé en me rassurant. Les deux bandes annonces m'ont rassuré dans le sens où au niveau du traitement de l'image, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un mélange de modernité. On ne sait pas exactement le même traitement de l'image que sur les précédents films. Bien qu'il y ait beaucoup d'effets pratiques, il y a énormément d'effets numériques aussi. Et puis c'est le mélange des deux maintenant qui fait que c'est encore plus sensationnel à voir. Donc j'ai absolument hâte de voir les résultats. Et surtout, j'ai bien aimé le fait que ce soit des bandes annonces qui révèlent pas l'histoire. J'aime tellement ça, j'aime tellement être surpris quand je vais au ciné que justement le fait que ce soit des bandes annonces qui laissent entendre plein de choses, on a quand même des idées, etc. Mais où on n'est pas l'histoire dans l'ordre avec tous les rebondissements, c'est vrai. La vraie problématique de ce film va être l'histoire. Je suis sûr que J.J. Abrams va faire un film dynamique. Je suis sûr que ça va être très bien réalisé. Je suis sûr que les effets spéciaux vont être incroyables. La musique va être incroyable. Maintenant, il faut que l'histoire soit mythologique. Il faut qu'elle soit à la fois mythologique, mais qu'elle me parle, qu'elle parle à un enfant de 12 ans, qu'il ait cette identification au personnage de Rey, qui a priori est le personnage principal. Donc voilà, le challenge il est là. Je ne veux pas me fier à des plans. Tout le monde est capable aujourd'hui de faire des très beaux plans d'effets spéciaux. Maintenant, c'est l'histoire. Et quelque part, il ne faut pas oublier que Star Wars, si on a aimé Star Wars, c'est parce que La Guerre des Étoiles était un film exceptionnel en termes de narration. Et qu'après, il y a eu un second film qui s'appelait L'Empire contre-attaque. Et qui là, rebelote, était encore un niveau au-dessus. Et comme je dis toujours, si l'Empire contre-attaque n'avait pas été un film exceptionnel, peut-être que Star Wars, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à avoir cette pression, cette force qui est une force historique, qui est une force mythique, qui va nous permettre d'avoir un véritable, non pas un scénario, mais une véritable légende qui se construit. Ce dont j'ai peur, c'est que ça se résume à des images saccadées, à des combats, des trucs comme ça. C'est très bien, mais il n'en faut pas trop. On en a abusé parfois dans la prélogie. J'ai peur que ce soit un film aussi tourné vers un public très large, trop large, et qui donc s'intéresse qu'au factuel. J'aimerais bien que tout ce que j'ai imaginé là avant, après avoir vu les bandes annonces, ne se réalise pas parce que j'ai envie d'être surpris. Comme quand j'imaginais l'avenir d'Harry Potter et qu'à chaque fois que j'ouvrais le livre, c'était complètement différent de ce que j'avais imaginé en fait. Ouais, j'espère que ça va surpasser ce qu'on a pu lire, même si là c'était pas forcément de ce que j'ai lu des spoilers et puis des gens qui vont commencer à se dire ça va peut-être être ça, ça, ça. Il y a plein de gens qui ont eu vraiment des idées super cool, mais j'espère juste que je vais vraiment être surprise quand je vais découvrir le film, quoi. Évidemment, j'ai fait des connexions, j'ai fait des liens, je me suis échafaudé des petites théories, des choses. Forcément, par exemple, sur Luke, le fait qu'il soit globalement absent de toute la communication, en fait, pour moi, c'est synonyme qu'au contraire, son rôle va être beaucoup plus central que ce qu'on veut bien croire. Le fait est que certains personnages ramenés de la trilogie n'ont pas forcément une place sur le long terme, donc quel va être leur destin dans le film, des choses comme ça. Mais après, j'essaie d'éviter de trop m'écrire de films. Alors, il y a une chose, c'est à ne pas faire, ce serait de reprendre un petit peu justement la trame tragique de la première trilogie avec la lutte du père contre son fils, ou plutôt du fils contre son père. Je voudrais éviter ça, c'est-à-dire la tragédie grecque ça va, mais je crois quand l'histoire bégaye, elle est beaucoup moins intéressante. Donc ça c'est le premier truc, je voudrais pas qu'il y ait ça. En revanche, qu'il y ait un équivalent, c'est-à-dire une structure forte qui permette au moins sur 3 films d'avoir un véritable fil conducteur avec un véritable dénouement, ça c'est ce que j'attends, c'est pour moi le plus important. Oui, il y a certains thèmes qui vont revenir, mais on arrive à des directions différentes. L'univers Légende maintenant avait osé certaines choses à certaines époques, donc j'espère que les films vont pas nécessairement reprendre les mêmes idées, mais pousser un peu l'enveloppe
vers des choses un peu plus difficiles. Je veux absolument pas que ce soit un mash-up de qu'est-ce qu'on a déjà vu. Ça, c'est une de mes plus grandes craintes. On va revoir une arme, un super weapon, là, donc ça... Mon principal peur, que les personnages soient trop popcorn en fait à mon goût, c'est-à-dire pas assez développés comme l'univers Star Wars où chaque personnage ou chaque créature a un background et une explication, tout s'explique, tout est connu. Comment passer derrière George Lucas avec une équipe d'artistes et arriver à garder cet héritage visuel qu'avait George. Maintenant, c'est sûr qu'J. Abrams a une réalisation beaucoup plus moderne et dynamique. Maintenant, voilà, j'attends beaucoup de surprises. Je crois qu'il faut aujourd'hui au cinéma, et c'est ce qu'avait fait George Lucas avec l'Empire contre-attaque, c'est à un moment quand même Dark Vador devient le père de Luke Skywalker, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc j'attends que dans le réveil de la Force, il y ait des choses qui me surprennent. Voilà, j'attends. Je voudrais pas qu'on me serve un peu le plateau, voilà vos croissants, quoi. Non, je veux qu'on me donne autre chose. Mon plus gros espoir est que quand je vais voir ces nouveaux films, je vais avoir le même feeling que quand j'étais jeune, quand j'ai vu la trilogie originale. Vraiment une découverte, un émerveillement. Je pense que c'est hyper dur à obtenir, l'émerveillement, quoi. Ça reste un sentiment rare. Ça me gênerait pas que les films soient plus politiques. Ça me gênerait pas. Ils l'ont déjà été dans la prélogie, c'était quand même pas mal politique. Mais ça me gênerait pas qu'on insiste sur le côté, le côté de l'Empire qui est du Premier Ordre, qui va être raciste ou des choses comme ça. Ça me gênerait pas que ce soit quelque chose qui soit plus mis en avant. Je trouve que ça aurait une résonance assez forte dans notre société actuellement, donc ça me gênerait pas que les films soient plus politiques. Alors, je veux pas évidemment que Star Wars devienne du cinéma engagé, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais avoir une dimension politique forte, ça m'intéresserait. Pour éviter justement d'être un peu blasé le jour où ça va sortir, j'essaye de ne pas voir les spoilers, j'essaye de ne pas me renseigner. Alors évidemment, de temps en temps, je craque, parce que c'est difficile. On nous offre tellement de choses que ça devient difficile de ne pas d'y échapper, mais j'essaye le plus possible de ne pas savoir. Pour arriver un petit peu ingénu au moment où je vais découvrir les films. Là, je veux arriver avec des yeux neufs pour pouvoir m'émerveiller si c'est possible. Oui, définitivement, je lis les spoilers. Je sais pas c'est quoi la raison derrière. J'ai toujours, depuis, à part la trilogie originale, j'ai toujours lu les spoilers et j'ai toujours quand même apprécié mon visionnement. Donc pour moi, ça n'a aucun impact vraiment. Peut-être que ça en aurait un. Mais étant donné que ce que j'ai fait au cours des dernières années, soit pour des sites web ou le podcast, je trouve ça important de rester informé. Et puis ça permet aussi des discussions quand certaines personnes suivent qu'est-ce qui se passe, le tournage, etc. Ça permet d'engager des discussions et des spéculations que les autres peuvent vraiment pas faire. Y en a qui partent en voyage sans préparer. Et comme ça, ils découvrent tout. Et puis, il y en a d'autres qui lisent tout ce qu'il y a à voir pour rien rater. Et pour être sûr de dire « Ah mince, tu es allé là et tu n'as pas vu ça ?» Non, je ne savais pas. Ah ben, si tu t'es renseigné, tu l'aurais su. C'est deux façons de voir. Je ne fais pas de distinction. Je ne dis pas que l'un, c'est meilleur que l'autre. Maintenant, avec Internet, c'est pratiquement impossible d'être complètement non-spoilers parce qu'il faut tout simplement que tu ailles dans une grotte dans la forêt pour pas entendre des trucs sur Star Wars. Donc, il y a eu des choses, mais rien par rapport, t'imagines que tout le monde a des iPhones, tout le monde pourrait avoir. On n'a pas eu vraiment de page de scénario sur le nez, quoi. Il y a des rumeurs, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, voilà. Ça se trouve, c'est des fausses rumeurs, on n'en sait rien. Moi, je trouve que Disney fait une très belle campagne de communication. Oui,
Il faut considérer qu'ils veulent garder le plus gros secret sur ce film-là. C'est incroyable le secret qu'ils veulent garder. Et puis je pense même qu'ils nous montrent certaines choses pour déjouer l'attention dans les bandes annonces, etc. Pour nous faire croire certaines choses. Moi je pense qu'ils ont fait là aussi une erreur, mais ça c'est mon avis, de vouloir tout bloquer. Quand on bloque absolument tout, ça pousse aux fuites et ça pousse aux gens à relayer les fuites. Du temps de George Lucas sur les nouveaux Star Wars, ils avaient mis en place des making-of où on voyait les équipes techniques travailler. Donc il y avait un rapport avec par exemple la costumière Trisha Beggar, avec le chef décorateur, avec l'ingénieur du son. C'est-à-dire quelque part ils emmenaient les fans dans les films mais sans rien révéler. Alors que là ils ont fait un blocus général en disant on va rien vous montrer. Mais la réalité c'est que sur Star Wars, alors des fois on voyait quoi on voyait Boba Fett 1 an et demi avant le film, ou Jango Fett, mais c'est pas grave. Là on aurait pu voir Stormtrooper il y a 1 an et demi, ça aurait pas été bien grave. Peut-être qu'il aurait mieux fait de le montrer puis de mettre un beau making-of sur la fabrication. Voilà, bon. Je pense vraiment qu'en fait la communication aurait dû se faire avec les 3 gros événements de l'été qui étaient en avril Star Wars Celebration à Anaheim, après le San Diego Comic Con et la D23 Expo en août, où ils auraient dû petit à petit dévoiler en fait des informations ou des produits dérivés pendant ces conventions-là, ou qui ont été très pauvres et où on n'a rien vu. Là, en fait, c'est la stratégie qui, à mon avis, fonctionne le mieux en plus, parce qu'on voit bien que c'est celle qu'ils ont toujours fait là sur les films Marvel, et ça leur réussit plutôt bien. C'est en fait être très parcimonieux sur le nombre d'annonces en amont et matraquer au dernier moment, quoi. On a l'impression qu'on est débordé par les publicités, les annonces, etc. Mais il faut comparer avec 1999 quand l'épisode 1 est sorti. On n'avait pas de YouTube, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas on n'avait pas Internet au niveau qu'on l'a présentement. Tout était vraiment télévisuel dans les produits, dans les restaurants, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus sur le web. Donc, les gens ont l'impression qu'on est débordé, mais ceux qui étaient là en 1999 pourront confirmer que c'était encore pire. La promotion de l'épisode 1 à comparer qu'est-ce que c'est présentement. Pour ma part, je trouve que là, depuis quelques semaines, ils y vont un peu fort. Ils y vont un peu fort parce que il n'y a pas besoin. Sur Star Wars, déjà la marque est hyper reconnue, et je vois bien que les gens commencent à être agacés. On découvre de nouvelles images et c'est vrai qu'on commence à se dire mais ça on l'a déjà vu, ça je connais. Il y a moins la découverte, on est plus dans l'idée de voir de nouvelles séquences. Tiens, comment se déplace le faucon maintenant, quelles sont les nouveautés. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'en avoir vu beaucoup. On a vu 5 minutes de film sur 2h15. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inconnues et qu'on va découvrir le 7 décembre. Comme les autres, j'ai bien noté qu'ils ont dit oui, mais nous on va retourner dans les décors naturels, on va replacer dans la réalité. Alors je suis pas sûr que ce soit anti-prélogie, mais en tout cas c'est pour dire aux fans et aux autres, on retourne aux fondamentaux. Le numérique c'est très bien, le virtuel c'est très bien, mais on va toujours retoucher terre. I think they were trying to achieve something in this recent Star Wars, capture the magic of the past. It had a lot of the same kind of situations and plot, and I think they were trying to achieve a look. And so the best way to do that, I guess, is to use the same medium. Ils ont fait plus de maquettes sur la Revanche des Sith que la première trilogie Star Wars. Donc c'est faux de dire que les films de George, les nouveaux, sont qu'en numérique. Voilà. Mais ils avaient un besoin de se démarquer, peut-être effectivement des films de George, où il y a beaucoup d'images numériques, mais je m'attends à ce qu'il y ait aussi beaucoup d'images numériques dans celui-là. J.J. Abrams qui dit j'ai failli mettre le squelette de Jar Jar dans l'épisode 7. Bon, est-ce bien nécessaire de dire ça? Je sais pas. Faut quand même le dire, la sortie de l'épisode 7 et des films d'anthologie, épisode 8, etc., c'est historique. De un, ce n'est pas sous le contrôle de George Lucas, donc déjà ça c'est spécial.
Et je pourrais peut-être faire une prédiction que ça va être historique aussi dans les ventes de billets et puis dans l'auditoire qu'il va y avoir pour la première de l'épisode 7 et probablement aussi comme le film le plus vendeur de tous les temps jusqu'à présent. Qualifié de la sorte de l'épisode 7, le réveil de la force d'historique, non, je crois pas. Je pense pas. Ce qui était historique, c'était 1977. Alors là, parce que ça a fait exploser le cinéma. C'était quelque chose de neuf. Personne s'y attendait. On verra si ça fait histoire quand ce sera sorti. Pour le moment, on est encore dans de l'anticipation. La franchise Star Wars est unique dans l'histoire du cinéma. Et le rachat de cette franchise est unique aussi. Il n'y a pas d'autre exemple. Et je dirais même que la sortie du film va être unique dans le sens où il n'y a aucun autre film au monde qui a une telle communauté, et notamment sur Internet. Si je sors dégoûté du film, je le verrai qu'une fois. Si je sors enchanté du film, ouais, là je retournerai. Pas le lendemain, parce qu'il faut digérer, mais oui, je retournerai parce que je veux dire, oui, mais il y a ça à éclaircir, il y a ça à voir, et puis j'ai bien aimé cette scène, ce serait trop bien. Quand est-ce que je la reverrai s'il faut que j'attende encore 20 ans donc oui, je retournerai, mais ça dépendra de ce que Jar Jar va me proposer. Il peut être pourri, j'irai le voir quand même. Il peut se faire défoncer par la critique, je paierai mon billet quand même. Et si ça se trouve, je l'aimerais. Donc, probablement d'ailleurs que je passerai un bon moment. Donc, même si le film est pourri. Voilà, il faut arriver à retourner voir ces films avec l'âme qu'on avait quand on était enfant, quand on avait 10 ans. Qu'est-ce que je dirais à JJ? Hi JJ, my name is Danny. I would love to have coffee with you or a beer and talk Star Wars with you. I just want to pick your brain about the Star Wars universe. And if for some reason you need an extra in your next movie, I'm available. If not, I'm a designer, so if you need a concept art or anything, I'm available also. Je suis pas sûr de toi, mais je trouve que tu es quand même courageux. Parce que te lancer dans un truc pareil, je pense que c'est franchement la saga la plus mythique du cinéma et au-delà du cinéma. Oser y aller en tant que fan soi-même, c'est courageux, bravo. Après, tu risques d'en recevoir plein la tête et je risque de faire partie de ceux qui vont te tirer dessus, mais avant de le voir, au moins je te dis bravo, tu as eu le courage de le faire. J.J. Abrams, puisque moi j'ai pas les épaules pour réaliser un Star Wars, merci de le faire à ma place, je pense que toi et moi on est comme ça. Je pense qu'on est pareil et je suis sûr que tu vas faire du bon taf. Voilà, c'est ça que je lui dirais. Moi aussi j'espère que tu vas faire du bon travail, J.J. Abrams. Et si jamais tu cherches une actrice pour le numéro 10, sache que je suis libre mais que je joue pas très bien la comédie. Mais ce sera avec beaucoup de cœur. Le 10 il sera mort. Arrête. Quelle horreur. Le 10 il sera plus là. Bah, si J.J. Abrams m'écoute en tant que fan de Star Wars, tu reprends le flambeau, alors je ne dirai qu'une seule chose. You are my only hope. Je pensais vraiment qu'on découvrirait un nouveau Star Wars après le menu déroulant, en fait, à la façon dont ça se déroulait. Donc tout d'abord, il y a eu ce logo Lucasfilm qui est revenu à l'écran. Tout le monde s'attendait à voir le logo Disney et non, c'était bien Lucasfilm. Ce que je me suis dit, c'est oulala, c'est rapide en fait, parce que on a tellement l'habitude de voir le 20th Century Fox, Lucasfilm, il y a bien longtemps, et bam, générique. Là, c'était Lucasfilm, il y a bien longtemps, générique. Et je sais pas pourquoi le 20th Century Fox pose tranquillement les bases, tout ça. On a tellement l'habitude que je me suis dit c'est rapide. Ça a été quand même déjà dès le début le débordement, bon, à la fois la joie, l'émotion, et puis un petit peu d'angoisse quand même, il faut dire, parce qu'on savait pas ce qui allait nous attendre. Il y avait de l'excitation, mais je sais que contrairement à d'autres, je me suis pas mis à pleurer ou à être. J'étais encore dans cet état d'excitation et d'anxiété un peu. Puis le menu déroulant où avec la musique, je crois que j'ai pleuré pour la première fois en voyant le film. Ah, tu te dis ok, il va falloir que je le lise et que je me concentre vite parce que
il va falloir comprendre le début de l'histoire, où on en est, et, avec Lucas a disparu, etc. Je me demandais comment que JJ allait présenter le premier plan du film, qui est une espèce de tradition Star Wars. Et puis j'ai trouvé qu'il a trouvé une façon très très intelligente de le faire en obstruant la lumière d'une planète par le Star Destroyer. Je trouvais un peu que c'était une métaphore un peu pour montrer la situation de la galaxie, parce que pour nous, après le retour du Jedi, les gentils, les bons avaient remporté. Donc c'était le côté clair qui était l'emporté, mais le fait qu'on voit la lumière se faire obstruer lentement par la noirceur montre un peu que le côté obscur est revenu. Ouf, vraiment, encore une fois, une impression complètement folle, bon, de se retrouver, alors là, réellement replongé dans l'univers. Je me suis dit, waouh, c'est Star Wars. Je crois pas m'être dit à un moment, ça y est, c'est Star Wars. En fait, c'est plutôt dans l'ensemble du film, je me suis dit, voilà, là, c'est Star Wars. Je crois que c'est au moment où Kylo Ren arrête le tir de blaster. Parce que c'est un moment où j'ai fait waouh! Et où j'ai été un peu pris de court et où j'ai trouvé ça visuellement super et voilà. Et là d'un coup il y avait la force, il y avait les blasters, il y avait de l'imaginaire, il y avait de la surprise. Le moment où vraiment ça y est, c'était parti pour moi, bizarrement, c'est vrai que c'était pas la signature même de Star Wars, mais c'était quand Poe se retrouve face à Kylo Ren et qu'il commence à lui faire cette espèce de blague pour qu'il parle en premier, je parle en premier, machin. Et ça m'a fait vachement rire, et en fait ça me rappelait les Star Wars de quand j'étais gamine qui me faisaient beaucoup rire, alors que c'était pas non plus des comédies. Et aussi le petit droïde BB-8 qui, pour moi, est un miroir un peu d'R2-D2, un petit droïde avec une personnalité que seulement les sons qu'il émet nous permet de sentir ses émotions, c'est comme palpable. À aucun moment, je me suis senti perdu, j'étais dans Star Wars tout de suite. Et ça, je crois que c'est très fort de la part de J.J. Abrams, d'avoir réussi à replonger les fans tout de suite dans la saga, et d'avoir aspiré ceux qui n'étaient pas fans pour les mettre et les intégrer dans la saga tout de suite. Pour moi, c'était un des points les plus forts d'Abrams. Ça y est, on y est, The Force Awakens, c'est parti. Parmi les nouveaux personnages, je crois que je vais pas être original. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Rey. Je la trouve magnifique. Daisy, elle est splendide, elle joue vraiment juste, avec assez d'émotion, assez d'empathie, pour me séduire sans en faire trop. On a découvert ce personnage qui était seul sur Jakku, puis petit à petit se rend compte qu'elle a peut-être un pouvoir, d'où le réveil de la force. Peut-être que c'était ce réveil-là dont on voulait nous parler. Je pense qu'elle a un potentiel énorme au niveau du personnage, et j'aime bien ce côté très femme forte au centre d'un Star Wars, et tous ces petits trucs qu'elle a quand Finn veut lui tenir la main quand elle court et qu'elle lui dit tiens, voilà, me touche pas, me tiens pas la main. Et ça jetait un pavé dans la mare quand même du Star Wars qui a toujours mis qui a mis les femmes en avant. C'est-à-dire qu'au moment de se battre, elles avaient un pistolet laser, elles tiraient, mais elles ont pas forcément eu de sabre laser à part en arrière-plan dans la prélogie, et là, on a vraiment une femme qui est le centre de l'histoire, quoi. J'aurais pu dire Rey, mais je m'attendais à voir un personnage du style Luke Skywalker. Donc, je vais porter mon attention plus sur un personnage qui m'a surpris agréablement, c'est Kylo Ren. Je trouve que c'est une bonne idée de montrer un vilain en développement. Donc, on le voit pas, il est pas accompli encore. Il veut plaire à Snoke. Il y a encore de la frustration. Quand on voit Kylo Ren face au masque de Dark Vador, il y a quelque chose, je trouve, de shakespearien dans cette relation avec ce masque qui est presque un crâne et ce jeune homme qui est en train de se construire et qui se construit par rapport à un fantôme du passé qui est son propre grand-père. Là, je trouve que c'est fort. Le personnage qui m'a le plus déçu, c'est peut-être Poe Dameron, parce que le peu qu'on en voit, il est tellement cool que on a envie d'en voir plus, quoi. Donc, je suis déçu de son temps d'écran. Pas du personnage, mais vraiment de son temps d'écran. J'aurais vraiment, plus. J'adore Poe, justement, parce qu'il me rappelle Anne, et que Anne va me manquer terriblement, et que je pense que ça va être la caution pour le rattraper. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il a une part plus réduite, parce que comme ça laissera, il aura plus de place après. On voit clairement d'entrée que le film est orienté autour d'Harrison Ford et de son rôle de Han Solo un peu contrebandier. C'est un des personnages qui a vraiment fait un 180
dans ses croyances par rapport à la Force. Donc c'était bien qu'il devienne le Obi-Wan de ce film-là. C'est un peu un hommage à Harrison Ford, au final, le film, qui le mène jusqu'à sa mort, malheureusement. Han Solo, il était reparti dans son rôle de mercenaire, il est super, on adore Han Solo, mais il pouvait s'en débarrasser en fait. Dans l'histoire, c'était pas gênant. Ça me rend triste, mais c'est pas gênant. C'est gênant quand même. Le film finit en apothéose avec la découverte de Luke Skywalker sur l'île de Skellig Island. C'était un grand moment d'émotion. Peut-être Luke Skywalker aurait pu avoir 1 ou 2 lignes de texte dans le scénario, enfin. J'ai l'impression qu'on va beaucoup se concentrer sur lui dans l'épisode 8. C'était une bonne idée de lui mettre des cheveux longs et de lui mettre une tête fatiguée, et surtout avec le poids de la culpabilité de tout ce qu'il a... Voilà, il se sent coupable de ce qu'est devenu Kylo Ren, et probablement qu'il a dû ressentir la mort de Han Solo, donc il a le poids de la culpabilité, vraiment. Je pense que la nouvelle trilogie doit se concentrer sur les nouveaux personnages, et c'est ça qu'on nous démontre jusqu'à présent, et ça va évoluer comme ça. J'ai l'impression que il y a d'autres personnages classiques qui ne finiront pas la trilogie vivant, donc on verra bien. Pour la géopolitique, je suis un petit peu déçu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, alors là, beaucoup trop d'ellipses. La première fois, quand le centre de la République est détruit, je me dis mais c'est Coruscant ça, et puis non, enfin on découvre que c'est pas Coruscant, mais on a un doute, mais on se dit mais pourquoi? Là je me sens frustré sur le plan géopolitique, c'est pas ça. Mais en fait c'est tellement assumé, c'est tellement dans un côté ok, on n'a pas la place pour ça, donc on ne le traitera pas, que bon, bah ok, c'est le choix qui est fait. Plutôt que d'en faire un petit peu et de le faire mal, là ils ont décidé de pas le faire du tout. Limite tant mieux en fait. Maintenant, il y a quand même de très belles choses. Le magnifique discours sur la fin de la République avec cette esplanade pleine de Stormtroopers. On est à Nuremberg, hein, c'est vraiment les scènes typiques du parti nazi avec Hitler parlant là aussi de la construction d'un ordre nouveau. Mais c'est vrai, voilà, sur le plan géopolitique, je suis un peu frustré. Alors la scène qui m'a le plus marqué, c'est le vol du Faucon Millenium dans les ruines de Jakku. Enfin, j'ai retrouvé les grandes ILM en fait et les effets spéciaux autour du vaisseau. Et puis voilà, le retour du Faucon en plus, c'était vraiment un grand moment. Bah le truc c'est que je suis obligée de parler de la mort de Han Solo. Il y avait cette fin qui a été écrite dans ma tête et qui l'a été pendant 20 ans en fait. Donc en fait, quand tu vois, bah non, en fait, c'est pas tout ce qui va se passer, il va se faire buter par ton fils, prends ça dans ta gueule, c'est sûr que c'est un peu genre, bon. Le moment était téléphoné parce que l'énorme pont sans barrière, déjà, qui fait ça? Quel architecte se dit, je vais mettre un pont gigantesque et je vais pas mettre de barrière, c'est super dangereux. Il y a le fils et le père avec une lumière comme ça, divine, qui... Non, c'était... bon. Ce moment entre les deux acteurs où j'ai vraiment eu des frissons dans leur interprétation, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Il faut que Star Wars nous donne des baffes, sinon c'est pas intéressant. S'il se passe que des gentilles choses pour les gentilles personnes, non, il faut qu'il y ait des choses terribles qui se passent un peu, que ça assombrisse un peu tout ça aussi, quoi. Peut-être l'adulte qui parle, mais c'est... Les enfants se rappellent aussi beaucoup des moments durs des sagas. On se rappelle de Luke qui perd sa main, on se rappelle de Dark Vador qui ôte son casque et qui meurt peu de temps après avoir dit à son fils qu'il aimait et qu'il regrettait tout. C'est quand même énorme, quoi. La plus belle scène pour moi, c'est vraiment le duel entre Rey et Kylo Ren. C'est brutal, c'est pur, on voit qu'ils sont pas parfaitement entraînés. Le choix des couleurs, une espèce de voile bleu avec les couleurs du sable laser dans la noirceur, c'est superbe, génial, un bon choix avec le contraste sur la neige. J'ai absolument rien à dire, visuellement c'est merveilleux. Pour moi, celle qui m'a tiré les larmes aux yeux, c'est pas la mort de Han, alors qu'elle est très impressionnante, et je trouve, bon, là aussi il y a eu des critiques, on peut y revenir, mais je la trouve très forte, mais c'est vraiment la scène finale, avec Rey qui monte les escaliers, qui sort le sabre laser d'Anakin, et qui le tend à Luke.
Non, là, j'avoue que d'ailleurs, je repère ma voix. Rien que d'y penser, oui, j'ai les poils qui se hérissent. Je sais pas si on peut faire un gros plan dessus, mais j'ai réellement les poils qui se hérissent rien que de penser à cette scène-là et avec, bon, voilà, ce sabre laser. Et que va faire Luke? Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait trop de fanservice, parce que pour moi c'est pas du fanservice. Pour moi c'est vraiment, ça s'inscrit dans la tradition de Star Wars, qui est de celle de s'inspirer de d'autres films, de d'autres œuvres. Star Wars de 1977, il s'inspire de Flash Gordon, il s'inspire du Château de l'Araignée de Kurosawa. Toutes ces citations, tous ces clins d'œil, tout ce fanservice, en fait, il est là pour faire le même genre de choses, mais avec Star Wars. On avait fait le reproche pour la prélogie, justement, d'avoir fait trop de rupture par rapport à la trilogie initiale. Là, il nous remet dedans, il nous fait des clins d'œil. Il y a ceux qui peuvent voir les clins d'œil, ceux qui les voient pas. Est-ce qu'il y en a trop? Non, puisqu'il est là aussi, cet épisode 7, pour nous replonger dans l'univers. Voir Niom Niom à l'écran, moi, ça fait pas plus plaisir que ça, en fait. Il y a 30 ans qui s'est déroulé depuis le retour du Jedi, et je me demande ce qu'il fait là, ou l'amiral Akbar, peut-être qu'il aurait pu raccrocher aussi, et non, il fait toujours partie de la résistance. Le fanservice, c'était le minimum. S'il n'y a pas de fanservice, il n'y a pas de Star Wars, en fait. C'est limite Star Wars qui a inventé les fans, j'exagère, mais... Je trouve que c'est correct. Il faut faire des liens, il faut faire des clins d'œil, ça fait partie de Star Wars, donc autant dans l'univers étendu, l'univers Legends, il y avait des clins d'œil, il va toujours en avoir. Pour moi, ça montrait juste que le film il a été fait par un fan, et c'était la meilleure chose à faire avec ce film, et il s'est fait plaisir, et il nous fait plaisir, donc là-dessus, je vois pas trop ce que les gens ont à reprocher. J'ai eu de graves discussions avec Vincent, mon fils, qui disait oui, non, mais il n'y a aucune imagination, c'est un petit peu de New Hope, encore une étoile de la mort, mais encore plus grosse que les autres, on retrouve des scènes qui sont même quasiment pompées, etc. Je comprends tout à fait qu'on puisse faire ce reproche-là. Je pense juste qu'ils ont voulu suivre quelques codes d'un premier film d'une trilogie Star Wars, et qu'ils les ont... Ça a été bien suivi et bien fait, mais avec un scénario quand même différent, et on peut pas dire qu'ils ont calqué, comme d'autres ont dit. Je dirais que c'est A New Hope, mais aussi Empire Strikes Back et Retour du Jedi, parce qu'en fait, il y a des éléments des 3 films qui sont repris, et c'est ça. Et même au-delà des éléments des 3 films, même si c'est évidemment moins important, il y a aussi des éléments de la prélogie qui sont cités, comme les clones ou des choses comme ça, et du coup, en fait, il y a vraiment, pour moi, cette idée-là. En même temps, comme il s'agit de repartir sur de nouvelles bases, dire, on prend ce qu'il y a, on le remouline, on le restructure, et ça va permettre d'aller plus loin. Enfin, j'espère que ça va permettre d'aller plus loin. Il y a quand même une histoire à ce film, et puis il y a un fond qui fait qu'il a sa propre identité. C'est vrai que je l'appelais Jar Jar Abrams, maintenant non, c'est fini. Je l'appelle plus Jar Jar Abrams, il m'a convaincu. Alors évidemment, on peut dire, on peut critiquer, voir plein de choses, mais il a réussi une superbe synthèse. Et au-delà de la synthèse, il a ouvert de nouvelles portes, et c'est ça qui est important pour moi. On retrouve énormément de plans dans Star Wars 7 qu'on retrouve dans Star Trek, c'est assez marrant, il a il aime bien faire courir ses personnages en s'engueulant, en étant face à eux, mais c'est pas grave, ça a donné du rythme, voilà. Il y a une question qui se pose chez tous les fans, est-ce que justement J.J. Abrams aurait dû faire la suite? C'est vrai que je regrette, je pense que ça aurait été bien, honnêtement, une trilogie faite par un seul réalisateur, qui ne soit pas George Lucas. Je pense que ça aurait pu permettre de développer un certain nombre de choses, et ça aurait permis d'ailleurs à Abrams de s'exprimer complètement. S'il le sentait pas, il fallait pas qu'il se force, quoi. Je pense qu'un réalisateur qui y va en se disant il faut que je le fasse et pas j'ai envie de le faire, c'est un réalisateur qui va pas nous donner quelque chose d'extrêmement bien au bout du compte. J'ai déjà un peu un côté fanboys en plus, et donc va s'en servir pour se servir de son rôle sur The Force Awakens, justement pour avoir un œil sur ce qui se fait derrière lui, et savoir si l'histoire à laquelle lui a participé à l'écriture, etc., est bien respectée et part dans son sens que lui l'avait imaginé. Puis je suis certain que
Disney et Lucasfilm vont toujours le consulter maintenant pour ce qui est attrait à Star Wars et l'univers canon en fait. J'avais dit des choses sur Abrams avant le film, j'en dirai rien maintenant sur les prochains réalisateurs, parce que effectivement, a priori, je suis pas convaincu par ce qu'ils ont déjà fait. Mais s'ils me font comme Abrams pour l'épisode 7, comme ça j'aurais pas besoin de revenir en disant pardon, je me suis trompé. Sous Disney, beaucoup de gens avaient peur en fait de voir apparaître un côté un peu enfantin à Star Wars et perdre ce côté intergalactique de bad guys et de créatures méchantes, enfin voilà. Au final, The Force Awakens a rempli le contrat. J'ai pas vu de grandes oreilles, il y a même des scènes plutôt brutes et violentes qui n'apparaissaient pas dans d'autres épisodes. Le massacre des villageois au début du film. Avant, il y avait des massacres, mais ils étaient assez virtuels. On voyait pas, parce que là, il y a des gens qui sont massacrés par les Stormtroopers. C'est plutôt violent. Je vois pas en quoi Disney aurait édulcoré le message de Star Wars. Il n'y a pas de personnage très critiqué comme l'ont été les Ewoks par exemple. Il n'y a pas de Jar Jar Binks, il n'y a pas de personnage un petit peu ridicule. Non, honnêtement, pourvu que ça dure. Là, on a une histoire qui faite avec plein d'argent, mais l'argent ne se voit pas. Elle sert une histoire un peu plus intime, un peu plus humaine en fait. Maintenant, il va pas falloir qu'ils aillent trop loin comme ce qu'ils ont fait avec Marvel. Voir si justement ils arrivent à apporter à la fois une vraie continuité d'un réalisateur à l'autre, mais au sein de la saga. Une fois que entre guillemets, on aura vu l'épisode 8, si c'est aussi bien. Après, ouais. C'est qu'ils ont une bonne méthode et on peut dire on pourra y aller les yeux fermés. Pour l'instant on n'a eu qu'un film, je crois qu'on pourra vraiment faire un état des lieux dans 5 ou 6 ans et puis finalement c'est là où finalement, comme je dis toujours, qu'il y aura un danger parce que là nous sommes dans une affiliation qui est celle de George Lucas, donc on suit un peu ce qu'il a fait, mais une fois de plus dans 6 ou 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir quoi? Est-ce qu'ils vont en faire un truc complètement autre qui va plus nous parler, ou qui sera bien ou pas bien, je sais pas, mais qui peut-être ne ressemblera plus au Star Wars qu'on connaît aujourd'hui, quoi, voilà. Peut-être arriver dans quelques années à l'excès de Star Wars comme on l'a avec Marvel actuellement, mais ça l'avenir nous le dira. J.J. Abrams, tu ne m'as pas déçu, tu as fait ce que j'avais envie de voir dans Star Wars, et pour ça je te remercie. Et je pense que tu es un vrai fan et qu'on avait besoin d'un vrai fan pour faire ce film, donc là-dessus c'est bien. Mais que je t'en veux quand même parce que tu te lances toujours sur des projets qui sont merveilleux et à chaque fois hyper bien, mais tu restes jamais dessus entièrement après. Avant le film, je t'appelais Jar Jar Abrams. Et bien maintenant, je t'appelle J.J. Abrams parce que tu le mérites. Ça va être super simple, hein. Merci. Merci d'avoir investi 3 ans de ta vie pour nous les fans. Je te remercie JJ pour le film que tu nous as fourni. J'ai hâte de te rencontrer et qu'on parle de 2-3 petits points. Si je devais dire quelque chose à Rian Johnson, c'est je ne dirais rien. Je m'étais trompé pour J.J. Abrams, donc je ne veux pas me tromper maintenant. Donc la seule chose que je peux dire, et je ne vais pas être original, c'est May the Force be with you.